Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Le Forum de bois à Hainan réunit chaque année des acteurs économiques clés de l'Asie et d'autres régions du monde. Le thème du forum cette année portait sur la manière de relever les défis et le partage des responsabilités. Quels sont les sujets phares du forum et quelles sont les nouvelles idées pour relever les défis mondiaux? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence Monsieur Denis Tepou, directeur général monde de Roland Berger, et Ming-Tai Chen, doctorant en intelligence artificielle à l'université de Tsinghua et cofondateur de Qingguang Innovation Technology. Merci d'être là dans notre émission. Je vais commencer par Monsieur Tepou. Vous avez participé régulièrement à ce forum Boao et cette année, on discute beaucoup les défis auxquels font face l'économie de l'Asie et le reste du monde. Et quel est votre regard là-dessus? Le Fonds monétaire international prévoit pour 2024 une croissance mondiale de 3,1%. C'est le même niveau que 2023 et une croissance de 3,2% pour 2025, donc une stabilisation de la croissance. Mais c'est une tendance qui est quand même significativement inférieure à la tendance des deux dernières décennies, en fait, qui était plutôt de 3,8 à 4% par an, et qui était tiré par l'Asie. Alors, si on regarde l'Asie, donc en 2023, l'Asie a eu une croissance de 4,7%. La prévision du même Fonds monétaire international pour 2024, c'est 4,5%, et prévoit encore probablement un léger tassement en 2025. Donc on a des tendances assez différentes. On a des économies comme la Corée et le Japon qui ralentissent, un peu comme d'autres économies de l'OCDE. On a également des économies d'Asie du Sud-Est en particulier, ou l'Inde, qui continuent de croître très fortement, au-dessus de 5%, 6,5% pour l'Inde. On a la Chine qui se stabilise autour de 5%. Et évidemment, ça a une influence très forte sur l'économie mondiale, puisque la croissance asiatique, c'est 2/3 de la croissance mondiale. 2/3 de la croissance mondiale. Et évidemment, les risques d'accident ou en tout cas de tassement s'accumulent. C'est l'impact du climat. Et puis évidemment les incertitudes géopolitiques, une nouvelle administration américaine l'année prochaine qui sera différente sans doute de celle qu'on a aujourd'hui, et puis des incertitudes évidemment sur la demande et la consommation en Chine. Donc pas mal de risques, et tout ça, bon, ça a un effet direct, ça a aussi un effet indirect, c'est que ça ralentit la transformation des économies qui serait nécessaire. C'est particulièrement vrai en Chine. Je vais peut-être continuer avec vous parce que vous avez parlé de beaucoup d'éléments d'incertitude et sur le forum de bois on discute ça aussi. Comment aujourd'hui, selon vous, comment faire pour renforcer la confiance des investisseurs et pour améliorer l'environnement des affaires pour les hommes d'affaires? C'est un sujet clé. Alors, en Chine, on a après la fin de la crise du Covid, on a besoin de restaurer la confiance des investisseurs, c'est très important. Le meilleur moyen de restaurer la confiance des investisseurs, c'est que l'économie se porte bien. Les investisseurs, bien sûr, ils sont sensibles au climat de confiance, mais avant tout, ils sont sensibles aux perspectives économiques, à la possibilité d'investir, et ils investissent parce qu'il y a des marchés à prendre et parce qu'il y a un peu de croissance de consommation. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Restaurer la confiance, c'est important, mais protéger l'économie et assurer la vitalité de l'économie en donnant une direction claire, c'est peut-être encore plus important pour des entreprises qui sont des acteurs assez rationnels. Ok. Alors, je vais continuer avec Ming, parce qu'on parle surtout la stabilité de l'économie et le nouveau moteur de croissance. Et en Chine, on voit que ces dernières années, il y a quand même beaucoup d'accents qui sont mis sur l'innovation. Et vous travaillez dans le secteur de technologie, et récemment, on voit que le
French Tech, une organisation pour les entreprises d'innovation en Chine, a publié son guide pour la Chine et vous avez aussi publié un article là-dessus. Donc, quelles sont les tendances les plus récentes, selon vous, dans le secteur de l'innovation qui peut être un peu rassurant ou donne de l'espoir pour les investisseurs? Oui, tout à fait. Donc, de mon point de vue un peu plus axé recherche et de mon domaine en fait dans l'automobile, je vois en fait deux aspects. Le premier, c'est toujours la navigation autonome, et le deuxième aspect, c'est les nouveaux progrès en intelligence artificielle des larges modèles de langage. Alors, on a vu, d'un point de vue de navigation autonome, avant, c'était plus sur l'aspect recherche et développement. Et maintenant, on voit de plus en plus des commercialisations. Par exemple, on voit Huawei, donc des grands acteurs qui rentrent en commercialisation de ce genre de technologie. Donc, en début d'année, leur nouvelle voiture a été annoncée. Et puis, on voit aussi beaucoup de régions où il y a des robotaxis qui sont en circulation, que ce soit à Pékin, à Shanghai, Chengdu et aussi dans le sud Shenzhen et Guangzhou. Voilà, ça c'est pour le premier aspect. Et puis plus récemment sur les larges modèles de langage, avec ChatGPT de OpenAI qui a fait un énorme boom l'année dernière. Mais on voit aussi d'autres acteurs maintenant, que ce soit aussi en Chine avec Kimi AI ou en France avec Mistral AI. Donc il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine qui commencent à se développer. Et on voit aussi deux modèles. Un qui est plus tourné privé, c'est celui de OpenAI, ou d'autres qui sont plus open source. Et je pense qu'en fait, cet outil est un énorme acteur ou accélérateur du développement économique sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que des nouvelles entreprises peuvent intégrer ces modèles et se développer beaucoup plus rapidement. Réduire le coût de production, que ce soit en développement ou même pour leurs développeurs. Ils peuvent aussi intégrer ces modèles en tant que fondation pour construire des applications au-dessus. Et la troisième, c'est aussi permettre de comprendre énormément de données, de les synthétiser et d'arriver avec des nouvelles idées. Donc voilà un peu ces deux aspects que je vois en tant qu'opportunité économique. Alors, quand on parle de voitures autonomes, on pense bien sûr à ces voitures électriques qui roulent maintenant de plus en plus en Chine. Et ça entre dans le grand cadre de cette transition économique vers des énergies plus vertes, une transition énergétique assez importante qui est en train de s'opérer en Chine et ailleurs aussi dans le monde. Et Monsieur Depou, je sais que votre société, vous travaillez aussi beaucoup sur ce domaine d'énergie. Donc, où en est-on dans le développement de transition énergétique en Chine aujourd'hui? Eh bien, l'heure tourne et comme on n'accélère pas assez vite cette transition énergétique, l'écart à couvrir de transformation de notre production d'énergie vers des énergies bas carbone, cet écart, il se creuse en fait. Et aujourd'hui, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, le moins 1,5 degré à 2030, il nous faudrait, d'ici 2030, ce qui est demain, il nous faudrait doubler la capacité d'énergie renouvelable ou d'énergie bas carbone, aussi le nucléaire. Mais le nucléaire, s'il n'est pas déjà en construction aujourd'hui, il ne sera pas là en 2030. Donc en gros, on parle essentiellement des énergies renouvelables à court terme. Il nous faudrait doubler cette capacité, doubler ce qui est déjà prévu. Donc il y a déjà beaucoup qui est prévu. Il faudrait doubler encore, pratiquement, un peu moins que doubler.
ce qui est prévu. Donc c'est énorme. Et la Chine, évidemment, joue un rôle clé de deux façons. D'abord parce que la Chine ayant un leadership technologique très fort, qui se voit bien sûr dans le véhicule électrique, mais qui se voit aussi dans le solaire photovoltaïque, dans les turbines éoliennes. Ça commence à se voir également dans les batteries, ça commence à se voir également dans les électrolyseurs pour la production d'hydrogène. Et donc la Chine joue un rôle clé, et c'est au cœur des discussions mondiales actuellement. C'est est-ce qu'on veut accélérer la transition énergétique, auquel cas on a quand même intérêt à s'assurer que la machine de production chinoise continue de nous fournir nos panneaux solaires, nos batteries, des véhicules électriques, même si ça rogne un peu la souveraineté économique des autres pays. Peut-être la Chine peut changer aussi un peu son modèle d'exportation, investir plus en dehors de Chine pour produire ses composants, et c'est en train de se passer, notamment dans l'automobile, mais c'est absolument clé. Et la Chine elle-même doit continuer sa transition énergétique. L'année dernière, la Chine a installé plus de 50% de ce qui a été installé en solaire et en éolien dans le monde. Donc c'est tout à fait massif, et cette accélération se continue. Le nucléaire continue également en Chine à un rythme très soutenu. Et puis au niveau de la réglementation, le niveau de contrainte sur les entreprises et les institutions à réduire leurs émissions, il se matérialise de plus en plus en Chine. Et donc au fond, la Chine, avec l'Europe, a un certain leadership dans cette transition énergétique. Mais il faut continuer de faire toujours plus. Et je continue avec vous, puisqu'on parlait de voitures électriques, vous avez mentionné ça tout à l'heure dans votre réponse. Quelles sont selon vous les opportunités et les défis sur ce marché de voitures électriques? Alors, je commencerai par les défis. Le défi, il est économique aujourd'hui. La Chine produit trop de véhicules électriques par rapport à la consommation de son marché, donc il y a une surcapacité et une guerre des prix entre opérateurs. Alors c'est très bien si on cherche à acheter une voiture électrique parce que c'est beaucoup moins cher. C'est vrai en Chine. C'est vrai aussi parce qu'une partie de ces véhicules sont exportés. Ça n'est pas sain économiquement, en particulier parce qu'il y a encore beaucoup de progrès technologiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi sur le véhicule autonome. Et pour avoir du progrès technologique, pour continuer d'avancer, il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait des moyens. Et c'est pas avec des marges négatives ou des marges très faibles qu'on peut faire ça. Donc il y aura sans doute une réorganisation du secteur automobile, et en particulier de la production de véhicules électriques. Donc c'est un défi. Il y a un défi d'adoption aussi opérationnel qu'on voit aussi ailleurs qu'en Chine, mais on commence à le voir en Chine, en dehors des grandes villes, où finalement l'adoption du véhicule électrique est un peu freinée parce que l'infrastructure de charge pour brancher son véhicule et recharger son véhicule, l'infrastructure de charge ne suit pas au rythme où elle devrait suivre. Alors c'est sûrement un problème sur lequel la Chine pourra avancer plus vite que d'autres pays, parce que c'est de l'infrastructure et que la Chine est toujours très rapide. Les acteurs publics sont très rapides à résoudre ce genre de problème, mais c'est un défi. L'opportunité, elle est sur le leadership technologique extraordinaire des acteurs chinois, mais qui peuvent être un peu faibles financièrement, qui peuvent devenir faibles financièrement du fait de cette situation économique. Et c'est une opportunité pour des alliances, c'est une opportunité pour des échanges de capital, et on le voit bien. On voit des acteurs mondiaux comme Stellantis ou Volkswagen qui aussi investissent dans des acteurs chinois, et on le voit aussi chez les équipementiers, de façon à apporter du capital et à participer à ce leadership technologique. Emin, quel est votre avis là-dessus en tant que chercheur dans ce domaine? Tout d'abord sur l'aspect énergétique, donc comme Monsieur Depoux l'a dit, le nombre de véhicules en forte croissance, c'est une énorme production, et en fait on peut se poser la question sur l'aspect énergétique. Quelle est l'énergie qui est consommée par tous ces véhicules, et par rapport aux objectifs chinois d'être neutre en production carbone d'ici 2060 voire 2050, comment résoudre en fait ce problème? Donc, une des solutions, en fait, c'est d'utiliser la technologie, l'IA et les véhicules autonomes pour et utiliser des technologies comme l'éco-conduite
ou l'éco-navigation de façon à en fait réduire cette consommation. Après, donc les constructeurs de véhicules électriques chinois sont extrêmement performants et se pose la question de l'expansion internationale. Et c'est là en fait il peut y avoir certains challenges aussi. On l'a vu sur en fait des certaines tensions entre la Chine et les États-Unis, surtout récemment sur le cas de TikTok ou de ByteDance, mais aussi par exemple sur des véhicules électriques exportés en Europe qui doivent faire face à des taxes qui sont assez importantes, donc qui ralentissent en fait leur expansion. Et puis on voit aussi en contrepartie en fait la montée d'autres acteurs dans le domaine des véhicules autonomes en Asie du Sud-Est, comme VinFast, donc l'acteur vietnamien, donc qui produit aussi des très bons véhicules électriques à très bas prix. Donc voilà un petit peu ce que je vois sur le sujet. Je voudrais éventuellement vous demander, parce que vous avez mentionné la tension entre la Chine et les États-Unis. Récemment, il y a aussi ce sujet justement sur les voitures électriques, en disant que les voitures électriques exportées par la Chine vers les États-Unis vont collectionner les données personnelles et pour être une menace pour la sécurité nationale. Est-ce que d'un point de vue de recherche, c'est un argument fiable? D'un point de vue de recherche, de façon à entraîner en fait sa détection, avoir des algorithmes plus performants, c'est mieux d'avoir plus de données. Et plus les données sont diverses, plus on peut résoudre des cas, on va dire, qu'on ne rencontre pas tous les jours. Ça, c'est d'un point de vue recherche purement scientifique. Après, d'un point de vue plus implémentation, je sais que Apple, qui vend ses téléphones partout dans le monde, a bien sûr un cloud. Et les données du cloud en Chine, par exemple, restent en Chine. Donc, je pense que ce serait techniquement possible d'avoir la même chose aux États-Unis, avoir les données américaines qui restent sur le sol américain. Monsieur Dupuy, quel est votre avis sur le développement de l'intelligence artificielle? Parce qu'on a parlé de voitures autonomes, ça appartient à cette grande famille de l'intelligence artificielle. Surtout, vous utilisez maintenant le ChatGPT aussi dans votre travail. Donc, quel est votre avis sur le développement de l'intelligence artificielle sur l'économie dans le futur? Vous savez, il y a eu, comme M. David le disait juste avant, il y a eu un boom sur ChatGPT l'année dernière. Donc, comme souvent dans les nouvelles technologies, il y a tout d'un coup un choc technologique et tout le monde a de grandes attentes et de grands espoirs et on emploie des mots comme révolution technologique et il est certain que les modèles, les large language models, je ne vais pas arriver à le dire en français, font partie de ces révolutions technologiques qui peuvent apporter une productivité extraordinaire. Maintenant, il y a beaucoup d'obstacles. Il faut que le niveau de digitalisation d'une entreprise ou d'un process industriel ou d'une chaîne de vente aux consommateurs, ce niveau de digitalisation soit déjà très élevé pour que les données existent, ces données puissent être capturées, que la machine puisse apprendre et qu'on puisse à partir de ce moment-là utiliser ces technologies. Donc il y a des conditions préalables qui ne sont pas remplies partout, qui deviennent très vite très complexes parce qu'il faut que différents modèles puissent se parler entre eux d'un point de vue échange de données. Et donc, en fait, l'adoption est toujours plus large. Donc au début, il y a beaucoup d'espoir et puis après, on se rend compte qu'il y a pas mal de problèmes et que la mise en œuvre va prendre plus de temps. Et puis, on se rend compte des problèmes effectivement de sécurité, de gouvernance des données et du coup, ça va prendre certainement un peu plus de temps que ce que l'on pense. Mais il est certain que toutes les entreprises travaillent sur des corpus de données
plus limitée sur leurs données internes, bien souvent, comme nous le faisons, nous, comme société de conseil, de façon à mettre en œuvre ces technologies sur des applications particulières, dans le domaine de la recherche et développement aussi, pour aller plus vite, pour trouver des solutions à des problèmes technologiques complexes, pour trouver des nouveaux matériaux. Et donc, on va voir petit à petit ces technologies révolutionner et apporter de la productivité certainement, et peut-être même des solutions inédites pour des problèmes de l'économie. Donc beaucoup d'espoir, mais il faut savoir être patient. Ouais. Effectivement, on voit que la Chine a lancé l'année dernière l'initiative mondiale sur la gouvernance de l'IA, et vous avez justement évoqué le rôle du gouvernement. Est-ce que ça revient finalement aujourd'hui comme un défi qu'il y a ce problème de gouvernance mondiale sur l'intelligence artificielle? Non, on voit bien, on voit bien que la gouvernance, les problématiques de gouvernance, de protection des consommateurs, de protection des données privées, ce sont des problématiques qui doivent être dans les mains des régulateurs et donc des autorités gouvernementales, et qu'on ne peut pas laisser ça aux géants de l'Internet ou à des sociétés technologiques nouvelles. L'Europe en la matière, avec la réglementation GDPR, a montré la voie, et la Chine, les États-Unis finalement ont fini par adopter des réglementations similaires. Même dans un environnement plus libéral aux États-Unis, on se rend bien compte que finalement cette réglementation est utile. Parfois, certains acteurs se trouvent confrontés, en effet, à une réglementation plus stricte, mais qui est là pour protéger les entreprises, pour protéger les individus. Et c'est le rôle des gouvernements que de comprendre ces sujets qui sont compliqués, d'anticiper et de réguler, quitte à ralentir un peu l'adoption. Quel est votre avis, Ming, sur cette problématique? Une phrase qui me vient en tête, c'est de Rabelais, et qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, en tant que chercheurs qui développons de la technologie, il faut toujours avoir cet aspect de conscience. Maintenant, comment les gouvernements traduisent ce mot conscience? Est-ce que c'est plus que l'aide doit être on va dire bénéfique, sûre et équitable? C'est un peu le cas. Donc c'est extrêmement, je pense que c'est une bonne chose que les gouvernements en fait gardent ça en tête. Ça revient toujours, quand on parle de l'intelligence artificielle et tout, ça revient finalement à un problème philosophique parfois. Et Ming, je continue avec vous un petit peu, c'est-à-dire que quels sont aujourd'hui les domaines technologiques les plus qui ont le plus, comment on dit, de franchir, qui ont le plus possibilité de franchir une étape qui va nous surprendre peut-être, comme ChatGPT ou ce sorte de OpenAI, et dans la voiture autonome et dans le domaine où vous travaillez, quels sont ces points susceptibles de nous surprendre? En tant que chercheur, en fait, le rêve, c'est d'avoir une intelligence en fait qui puisse dépasser en fait l'intelligence humaine. Et ce point est ce qu'on appelle la singularité, ce point où en fait la machine est plus intelligente que l'homme. Après, en termes de technologie en fait générale, je pourrais pas trop dire, mais d'un point de vue, en tout cas sur des applications spécifiques, comme la navigation autonome, en fait, maintenant, on voit deux types d'approches. Une approche qui est plus, on va dire, traditionnelle, qui considère un véhicule par lui-même. Donc, on a beaucoup de progrès dans ça, que ce soit sur des nouveaux algorithmes, récemment qui utilisent ChatGPT, donc un algorithme qui s'appelle DriveGPT, donc qui, en fait, utilise les caméras qui sont sur la voiture pour comprendre l'environnement et expliquer en fait le scénario dans lequel le véhicule se trouve.
Et puis, on voit aussi énormément de progrès d'un point de vue de calcul, puissance de calcul, avec NVIDIA qui produit des nouvelles puces électroniques avec beaucoup plus de puissance. Et puis, l'autre approche, en fait, qui est un peu opposée, c'est les véhicules connectés. Et les véhicules connectés, ces véhicules, en fait, échangent de l'information et puis ils collaborent entre eux. Et ça, c'est de façon, en fait, à créer une sorte d'intelligence générale ou d'intelligence propre au système. Donc voilà un peu ce qui peut se passer, mais pour avoir en fait ces derniers progrès, c'est peut-être ce qui est un peu le plus difficile, et c'est ce qui se voit en fait dans l'intelligence artificielle. Okay. Et Monsieur Topu, on voit il y a une expression nouvelle, nouvelle force productive de qualité. Cette expression a été fréquemment mentionnée lors des 2 sessions qui viennent de se terminer. Alors, quel est votre regard sur cette expression? C'est bien que vous parliez du sujet de la productivité. C'est bien de se souvenir que ce qui crée des sursauts de croissance dans l'histoire de l'économie mondiale, c'est la productivité. C'est le passage des chevaux à la machine à vapeur, c'est le passage de la machine à vapeur au moteur à explosion, c'est le passage du moteur à explosion au véhicule électrique, etc., du papier au digital. Et donc, ce dont la Chine a besoin, c'est de productivité. C'est de productivité qui va soutenir sa croissance. Et ce n'est pas un mouvement complètement nouveau. Depuis le 12e plan, le 13e plan, donc depuis 2017-2018, la Chine s'est engagée à substituer le volume, donc toujours plus de croissance, toujours plus d'exportation, par peut-être plus de valeur ajoutée. Et et plus de valeur ajoutée, ça veut dire par exemple plus d'innovation. Donc c'est mieux de vendre un véhicule électrique ou des composants pour un véhicule électrique que de vendre des objets en plastique, pour prendre une caricature. Parce qu'il y a plus de valeur ajoutée et donc ça génère plus de marge, plus de profit, et ça contribue à l'économie. Et c'est ça les nouvelles forces productives de qualité. C'est ça, c'est une croissance de qualité qui permettent finalement d'injecter quelque chose de nouveau dans le système économique. Et c'est important parce que pendant des années, il y a peut-être une dizaine d'années, on parlait beaucoup de croissance de la consommation et des services dans le produit intérieur brut chinois. Et c'est magnifique, mais pour que les gens consomment, il faut qu'ils aient plus de revenus disponibles. Et pour qu'ils aient plus de revenus disponibles, il faut qu'ils aient confiance dans l'économie. Mais il faut aussi que simplement leur salaire augmente ou qu'ils soient confiants que leur salaire va se maintenir. Et pour ça, il faut plus de productivité et plus de valeur ajoutée pour que les entreprises aient plus de marge, qu'elles vont investir, bien sûr, mais qu'elles vont aussi, j'espère, redistribuer à leurs salariés. C'est pour ça que tout le mouvement de modernisation industrielle, de digitalisation, il est clé, en fait, pour la croissance chinoise, c'est sûr, mais il est clé aussi pour la consommation, en fait. Il est clé pour créer des emplois. Et parce que les emplois du modèle précédent, du modèle fondé sur l'exportation et peut-être aussi la construction d'infrastructures et de logements, ce modèle-là, petit à petit, il se réduit ou il disparaît. Et donc, il faut lui trouver un remplacement. Et ce remplacement, c'est la modernisation industrielle, c'est la décarbonisation de l'économie qui va avec. C'est le digital dans toutes ses formes et dans tous les domaines de l'économie, de façon à améliorer la productivité. Alors, je vous remercie. Merci d'avoir participé à notre émission et avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.